On va donner la parole à Yann Ferguson. Yann est enseignant-chercheur en sociologie à l'ICAM à Toulouse. Docteur, j'ai peur du réchauffement climatique, j'ai peur de l'IA. Dites-moi pourquoi j'ai peur et pourquoi j'ai tort d'avoir peur. Super, merci. En 2007, le psychologue de l'évolution, Michel Vederman, s'est posé la question simple: pourquoi est-il si difficile d'être heureux? Pour répondre, il a remonté le temps et il nous rappelle que durant l'essentiel de notre histoire, l'espèce Homo a été un chasseur-cueilleur, vulnérable, inoffensif et inquiet. Inquiet pour sa survie. Et cette inquiétude, eh bien, l'a maintenu en vie. S'il avait été dans la quiétude, il serait mort. Il en déduit que si nous sommes si difficilement heureux, eh bien, c'est que nous avons hérité de ce qu'il appelle une angoisse fondamentale. Cette angoisse fondamentale, nous dit-il, on ne voit pas très bien là, vous avez un dinosaure et un homme, cette angoisse fondamentale nous maintient en vie. Et c'est la raison pour laquelle nous adorons regarder le journal télévisé tous les 20 heures et ces mauvaises nouvelles qui s'enchaînent les unes après les autres. Ces mauvaises nouvelles nous rappellent que nous sommes en danger, que nous vivons dans un monde dangereux et que nous devons rester vigilants. Alors, aujourd'hui, quelles sont les deux grandes peurs dont on peut entendre parler? Eh bien, il y a celle-ci, la peur, l'hypothèse de la singularité, le retournement des machines qui viendrait nous dominer, et puis l'hypothèse de l'effondrement et de la collapsologie. Et de manière générale, les grandes angoisses contemporaines aussi entre ces deux angoisses, et ces deux angoisses se croisent parfois. Alors en sociologie, 3 concepts pour essayer de décoder ces deux angoisses. La première, c'est la société du risque. C'est Ulrich Beck qui dit ça, c'est un sociologue allemand qui dit « Nous vivons dans une société où j'ai peur a remplacé j'ai faim ». Le j'ai peur, c'était la menace, c'est la menace intérieure, la menace que nous avons générée nous-mêmes par notre civilisation. Le j'ai faim, c'était la menace extérieure, celle de la maladie ou de la météo. Et en croisant nos deux sujets, on pourrait dire que dans l'avenir, on aurait peur d'avoir faim. Deuxième idée, la société de l'incertitude. Nous passerions d'un cycle salvateur du progrès, où l'homme produit ce qui le produit et détruit ce qui le détruit, à un cycle mortifère du progrès, où l'homme détruit ce qui le produit, la Terre, et produit ce qui le détruit, l'IA. Troisième élément de la sociologie, qui nous appelle à rentrer dans une modernité réflexive. Une modernité réflexive, c'est quoi? C'est une modernité où, au lieu de regarder en permanence vers l'avant, on se regarde nous-mêmes pour se poser des questions. Et se regarder, apprendre à nous réfléchir, c'est ce vers quoi je vais vous inviter dans les quelques minutes qu'il me reste. Première chose, décoder. Pourquoi avons-nous peur? Premier élément, eh bien peut-être parce que nous avons encore le culte de l'homme, issu de la Renaissance. Du côté du climat, le culte de l'homme nous a amené à penser la nature comme un objet à raisonner, à domestiquer pour nous. D'ailleurs, on ne parle pas d'écologie, on parle d'environnement. L'environnement, c'est ce qui nous environne avec nous au centre. Eh bien, la peur du climat, c'est la peur de passer de la nature arraisonnée à la nature incontrôlée, c'est-à-dire perdre le sentiment de maîtrise de notre destin. Du côté de l'IA, ce culte de l'homme nous a amené à avoir peur de la perte d'un monopole de l'intelligence. Nous étions persuadés que notre intelligence, et notamment une petite partie de notre intelligence, celle qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique, chère à Descartes, était la plus grande explication de notre domination sur la nature. Et aujourd'hui, nous avons peur de perdre cette domination en raison de la nécessité peut-être de partager cette fameuse intelligence logico-mathématique. Deuxième élément pour décoder, la tragédie des communs. La tragédie des communs, c'est une situation perdant-perdant dans une situation économique, des choix économiques rationnels. Tous les matins, lorsqu'il pleut, il est rationnel de prendre ma voiture pour aller au travail. Et comme nous prenons tous la même décision rationnelle, nous sommes dans les bouchons sur la rocade. C'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Vis-à-vis du climat et vis-à-vis de l'IA, nous avons des angoisses et nous avons tous le sentiment qu'il suffirait de se mettre d'accord pour réussir à surmonter ça, à mettre en commun. Mais, grande difficulté, incapacité à penser un commun des ressources et incapacité à penser un commun de l'IA. Et donc ces deux éléments, peur de celui qui prendra tout pour lui, peur de la Chine, peur des États-Unis, peur de la Russie, nous amènent à avoir une vision balkanisée de la question du climat et de l'IA. Troisième élément,
la pensée verticale. Il y a quelques années, j'ai soutenu ma thèse et on m'a consacré docteur. Et j'ai envie de dire, on a consacré le fait que je savais presque tout sur presque rien. Voilà, ça c'est ce qui est valorisé dans la science aujourd'hui. Savoir presque tout sur presque rien, c'est la pensée verticale. Eh bien, le climat et l'IA nous challenge dans la consécration de cette pensée verticale, dans cette consécration de la pensée jusqu'au boutiste. Le climat appelle à une pensée écologique complexe, c'est-à-dire à penser la relation de la partie au tout. Voilà, la pensée complexe, c'est être capable de penser la multitude d'effets, et être capable de penser en même temps l'interdépendance des faits. Et la pensée verticale nous bloque dans l'accès à la pensée complexe. Du côté de l'IA, eh bien, vous le savez, on parle d'IAE, d'intelligence artificielle étroite, et pourtant nous en avons peur, alors que lorsque nous disons de quelqu'un qu'il est un peu étroit d'esprit, eh bien, ce n'est pas un compliment. L'intelligence artificielle est étroite, et nous avons nous-mêmes, en survalorisant la pensée verticale, eh bien, sous-évalué l'intelligence générale et arrivé à ce que j'appelle une babélisation du savoir. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, comment transiter? Alors, le T de transiter, eh bien, je vous propose de le penser à l'envers, d'accord, avec la barre verticale et la barre horizontale. Ça commence par essayer de reconnaître toutes les formes d'intelligence. L'intelligence des arbres, hein, vous avez tous lu ce fameux livre sur l'intelligence des arbres, l'intelligence des insectes, l'intelligence de la fleur, l'intelligence des chimpanzés, l'intelligence collective, l'intelligence artificielle, l'intelligence de la main. Toutes ces formes d'intelligence sont désormais tout aussi importantes, elles l'ont toujours été, mais on l'a oublié, que la fameuse intelligence logico-mathématique. Tout à l'heure, Anaïs parlait de compétences. Eh bien, pour penser compétence, je vous invite à penser votre T inversé, c'est-à-dire votre expertise, qui est très forte, votre pic, mais aussi votre barre du T horizontale, celle qui vous amène à conserver la compréhension générale des choses. Et évidemment, à penser aussi la compétence de vos collaborateurs avec ce T. On pense tous au T métier, hein, au pic, mais on pense beaucoup moins à la barre horizontale du T. Deuxième élément, passer de l'éducation industrielle à l'éducation écologique. Pendant que nous parlons, là se vit un drame, comme chaque jour, des milliers d'enfants sont en train de se demander, face à leur évaluation, s'ils vont bien répondre. Voilà, est-ce que je vais bien répondre? Ça veut dire, est-ce que je vais bien exécuter ce que l'enseignant attend de moi? Nous sommes dans une éducation industrielle qui est celle de la réponse. Picasso nous dit, les ordinateurs ne sont inutiles, ils ne font que vous donner des réponses. Et effectivement, dans l'avenir, l'intelligence artificielle nous donnera des réponses. Mais saurons-nous poser la question? Saurons-nous problématiser et poser la bonne question auquel l'intelligence artificielle aura la réponse? Deuxième référence, de la compétition à la coopération. Paolo Servigne nous rappelle que la compétition est un excellent mécanisme de survie en situation d'abondance. La situation d'abondance, ce n'est pas vraiment la situation qui caractérise l'époque actuelle. Tous les vivants, tous les végétaux savent qu'en situation de pénurie des ressources, la coopération est le meilleur réflexe. Ici, il y a un niveau de densité de diplômes exceptionnel. Peut-être que je n'ai jamais vécu ça. Vous êtes tous des féroces compétiteurs. Vous avez très probablement la verticalité de la compétition et la verticalité de l'approche solutionniste. Mais avez-vous développé votre horizontalité de la question et de la coopération? Dernier élément, de la séparation à la relation. Nous avons appris à séparer par des murs verticaux, je crois que ça a été un peu le sujet de ce matin, hein, désilotés. Il est désormais le temps d'apprendre à relier. La révolution industrielle et productive nous a appris à séparer pour être efficace. La révolution cognitive et écologique doit désormais nous inviter à relier. Relier quoi? Relier les disciplines, passer du disciplinaire à l'interdisciplinaire, passer de la raison aux sensations, des hard skills aux soft skills, de la tête à la main, de la tête aux pieds, du faire et du penser. Ce n'est pas exclusif, c'est entrelacé, mais nous devons passer dans l'ère du « et » non pas dans l'ère du « ou ». Je termine avec Edgar Morin, au principe de la disjonction, de la séparation entre les objets, entre les disciplines, entre les notions, entre le sujet et l'objet de la connaissance. On devrait substituer un principe qui maintienne la distinction, mais qui essaie d'établir la relation. Nous sommes au mois de novembre, vous allez peut-être comme moi faire passer vos entretiens annuels à vos collaborateurs. Qu'est-ce que vous avez fait du point de vue du « et » de la relation?
J'en termine là. Se questionner, coopérer, relier pour développer une pensée complexe et affronter nos peurs de l'IA et du climat. Merci.